L'ours et la fée par P. G. Carmona. Chapitre 4. Vous me cherchez? And I am feeling good. Les dernières paroles de la dernière chanson résonnent. Applaudissements pour le Wanderer Jazz Band de Neuville, clôturant son avant-dernière répétition par la même chanson, tradition oblige. Il s'agit du jazz band d'Henri et de Georges, respectivement batteurs et contrebassistes, anciens pompiers professionnels de la ville, qui ont monté l'affaire et qu'ils tiennent par les mûrs et fermes fruits de la passion pour la musique du haut de leurs 80 printemps. Pêche d'enfer et banane joviale. Le matériel, rangé dans la salle de la Maison de la Musique, servira pour demain soir. Ultime répétition programmée avant leur dernière représentation. Pour clôturer cette saison nationale et internationale, bercée entre Bruxelles, Bristol et même la Louisiane, en tant qu'invité ou en festival. Une scène sans prétention, dans un bar de la ville les reçoit. Mais on ne plaisante pas avec le public. Un concert de 10 personnes vaut un concert de 1000 personnes. Le sérieux reste de mise. Les répétitions ne doivent pas être prises à la légère. Répondre à ces conditions garantit l'amusement. Aux côtés d'Anita, la chanteuse, Gabriel le pianiste et Bertrand, le saxophoniste. Henri accompagne Georges pour fumer une cigarette. Lui a réussi à arrêter. Georges n'y voit absolument aucun intérêt et se moque d'Henri qui reste assis pendant 1 heure derrière sa batterie. Il se vante de rester frais comme un gardon, passer ce même temps debout en tenant sa contrebasse. Cette querelle physico-philosophique restera à jamais sans réponse, interrompue par les cris d'Enzo et d'Emma, ses petits-enfants, des jumeaux de 4 ans terminant leur course dans les bras d'Henri. Leurs parents les accompagnent. « Salut papa », dit Émilie, la fille d'Henri. « Salut ma chérie, quelle bonne surprise », dit-il en l'embrassant. « Salut les gaunes, on vient voir son papy ?» « Oui !» répondent-ils en chœur. « On vient passer tout l'après-midi avec toi, papy !»« Oh, c'est vrai ça ?»« Ah, ben, on a une petite course à faire, » dit Émilie. « On avait prévu de les emmener, mais si tu veux les garder... » »« On veut rester avec papy, nous !» insistant les deux petits. « Mais aucun problème, on a justement fini. Vous voulez faire quoi ?»« On veut aller au parc. »« Au parc ? Eh bien, c'est parti, on va au parc. »« Bon, eh ben, c'est parti, on va au parc alors. » répète Georges désenchanté. « Tu viens avec nous ?» demande Henri étonné. « Ben, c'est toi qui me ramènes, donc où tu vas, je vais. »« Ouais, bah ça te fera pas de mal un bon bol d'air. Allez, go, tous au parc !» Henri, Georges et les jumeaux descendent la rue jusqu'au parc de Neuville, domaine de l'hôtel de ville se dressant à une centaine de mètres. Henri a son coin favori, bien connu de ses petits-enfants déjà arrivés aux praticables et jeux de plein air. 5 minutes écoulées, les deux papys, pour moitié fumeurs, prennent place sur le banc près des jeux, gravis déjà 12 fois par les enfants. Pour la 13e fois, ils exigent un témoin pour leurs exploits. « Tonton Georges, viens nous chronométrer s'il te plaît. »« Oh, tonton est fatigué, bande de petits monstres, » dit-il avec une souriante mauvaise foi. « Demandez à votre grand-père, à moins qu'il ait oublié ce qu'est une seconde. Pff. Et moi, je suis debout avec mon gros violon. Et moi, j'ai une forme olympique alors que je fume. Rigolo, va !» s'exclame Henri, debout face au fainéant Georges en le singeant. Henri partage un moment de complicité avec ses petits-enfants. À chaque faux pas sur le praticable ou à chaque seconde de perdu, la sentence tombe. 5 secondes de chatouille en bonne et due forme. Mais les enfants de 4 ans possèdent une arme secrète. Leur âge. Henri, 13 fois plus âgé, voit sa courbe d'énergie chuter 13 fois plus vite que le temps nécessaire à leur récupération. Son naturel et inéluctable abandon le conduit à rejoindre le banc des seniors, présidé par Georges. Ancien pompier, oui, mais grand-père de 80 ans tout de même. Georges profite de l'instant afin de lui parler d'un sujet qui le préoccupe. La récente mort de la femme de son ami. « Bon, comment ça va ? Pleine forme. J'ai pas l'air d'aller bien ?» répond Henri, le regard fuyant. « Tu sais de quoi je parle. On va pas la jouer psychologie de comptoir à 3 sous. Ta femme est morte le mois dernier. Tu m'en as à peine parlé alors qu'on se connaît depuis 60 ans. Ton deuil, il est minable. Faire croire que tout va bien. À d'autres. T'es paumé. On y va. Je t'écoute. Et en quoi ça te concerne ? Ça bouscule ton quotidien ? Après-demain soir, c'est ton premier concert depuis, là, ça me concerne.
J'ai pas fait une seule fausse note. Je gère, donc tout va bien. Georges a amorcé la discussion avec son ami, mais il ne désire pas non plus le froisser. La brèche maintenant ouverte, il pourra de temps en temps y jeter un œil. Quoi qu'il en soit, le silence des deux compères s'avère interrompu. Un enfant, 4 ans à vue d'œil, se plante soudainement devant Henri. Il plonge la main dans son petit sac à dos, il en sort une boîte en bois. « Bonjour monsieur », dit-il poliment d'une petite voix. « Salut Gaune », répond Henri. « Comment tu t'appelles, mon grand ?»« Nathan, j'ai 4 ans. »« Salut Nathan, tu as le même âge que mes petits-enfants », dit-il en les désignant du doigt. « On vous a vu jouer de la musique, et on est aussi au parc avec ma maman. Ma maman vous aime bien, elle dit que vous êtes un bon musicien, que vous devez avoir une bonne mémoire et que vous êtes un super papy. Elle vous donne cette boîte, elle dit que vous saurez vous aussi la donner. » « Oh, c'est très gentil ça. Elle est où ta maman? Faut pas qu'elle soit timide. J'aimerais la remercier, dit-il en la cherchant. Elle est partie parce qu'elle toussait trop, et quand elle tousse, il y a du rouge dans sa main. Mais elle va guérir et on ira à l'océan après. Il y a du rouge dans sa main quand elle tousse, dit Henri, l'ancien pompier, à l'autre. Où elle est ta mère? Elle est malade? Insiste Georges auprès de l'enfant. Oui, elle est allée à l'hôpital. Mais elle a dit que je pouvais rester avec vous et jouer. Oh, putain, c'est quoi cette merde? Marmonne Georges. Je peux jouer avec vous? Maman m'a dit que si j'étais très sage, je pourrais voir une vraie voiture de police et des vrais policiers avant qu'on me ramène à mon papa. S'il vous plaît, monsieur. Henri et Georges se regardent, impuissants, essayant tout de même de raisonner à leur manière face à cette situation déroutante. Et en plus, t'as un colis à livrer? Ironise Georges. Je vais pas l'envoyer balader. Je vais appeler Émilie pour ses enfants et on l'emmènera chez les flics, murmure Henri à Georges. Ok Nathan, oui. Va jouer. Reste devant que je puisse te voir avec mes petits-enfants, dit-il d'une voix calme au petit Nathan afin de ne pas le brusquer. Henri et Georges observent l'enfant. Il s'amuse en compagnie d'Enzo et d'Emma. Il est sociable, semble équilibré, bien élevé, de classe moyenne. Aucun sursaut de violence, pas même d'énervement. Ce n'est pas un enfant à problème, comme ils ont pu en voir en intervention à la caserne. Ils essaieront d'en percer davantage le mystère pendant le trajet jusqu'à la police, ou plutôt la gendarmerie de Neuville. Émilie et Guillaume passent à l'instant l'entrée du parc. Comme promis, Henri et Georges conduisent le sage Nathan à la gendarmerie. Espérant ne pas tomber sur une histoire sordide, ils profitent du restreint et intime environnement de la voiture pour questionner l'enfant. « Alors Nathan, tu viens d'où ?» commence Henri. Avec ma maman, on habite près de Paris, mais mon papa aussi habite près de Paris. Ça commence bien. Parents divorcés, donc, murmure Georges. Et ils font quoi comme métier, tes parents? Papa, il dessine des maisons, maman, elle fait l'école. Et tu faisais quoi à Neuville? Tu étais avec ta maman? Continue Henri. Oui, on devait aller voir la mère, mais elle devait voir un ami à Neuville, et après, elle a préféré que je reste avec vous, parce que ma maman, normalement, elle est à l'hôpital parce qu'elle a une bête dans la gorge et elle tousse. Bon, bah je crois que c'est clair, chuchote Georges. Elle connaissait une personne à Neuville, tu dis? Reprend Henri. Elle a dit que vous étiez son ami. Qui, moi? Demande Henri de toute son énergie. Petit cachotier, on fait des enfants tout mignons dans le dos de son copain, lance Georges. Pas encore sec tes raisins, mon salaud. Quoi? Mais non, je les connais pas. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle débloque. Mais non, tu comprends pas. Elle est partie car ça sentait le roussi. Elle ne voulait pas que son Gaune la voie comme ça. T'es apparu comme quelqu'un de confiance, un petit bien élevé ne parle pas aux inconnus. Fallait ruser pour qu'il te cause. Ah oui, vu comme ça, dit Henri en se calmant. Moi je veux savoir un truc, mon petit gars. C'est quoi cette boîte? Il en fait quoi au juste? Y a quoi dedans? Demande Georges en montrant la boîte. Nathan s'avance alors vers les deux passagers à l'avant, et de ses petites mains, il retourne la boîte. En bas, 2 inscriptions sont gravées. Ma maman m'a dit qu'il faut la donner à elle, mais moi je sais pas lire donc je sais pas. Sans déconner, il y a marqué Neuville-sur-Saône dessus, s'étonne Georges en lisant les inscriptions. Il y a aussi Martin. Tu as dit elle? Il faut trouver une Madame Martin, c'est ça? Oui, c'est le monsieur du train qui l'a dit, précise Nathan. Le quoi? Le monsieur du train? Questionne Henri. Un mec dans le train où vous étiez avec ta mère avait cette boîte? Oui. Il l'a filée à ta mère et lui a dit de donner à Madame Martin.
Ici à Neuville. Oui. C'est quoi ce traquenard ? Demande Georges. Mais il y a quoi dedans ? On l'ouvre comment ? Interroge Henri. On sait pas. On peut pas ouvrir, conclut Nathan. Ouais, des policiers. Oui, youpi. Ça pue la chaîne humanitaire d'une secte de drogués, ça, je te préviens, dit Georges. Mais n'importe quoi. Bon, on le laisse ici, on voit ça après. Pas un mot. À qui ? Au Federal Bureau of Incompetence ? Tu rigoles, ça me fait déjà chier de leur laisser le gamin, conclut Georges. Les deux seigneurs pénètrent dans la gendarmerie, en compagnie du petit bonhomme, tout heureux de voir en taille réelle ses jouets. Henri explique la situation. Une brève déposition administrative suffira à se désengager de l'enfant, qui passera la nuit au poste. Procédure oblige. Georges se scandalise qu'on traite cet enfant comme un vulgaire criminel. Mais cela ne l'étonne pas, venant de la part de gratte-papier, suppôt d'un ministère corrompu, au service d'une justice de merde, que le nouveau président élu ne changera pas. Sous les yeux de Nathan, bien amusé de voir ce vieux monsieur tout rouge avec 3 personnes en uniforme et armées autour de lui, comme à la télé. Les gendarmes calment le jeu, expliquant qu'ils ont leur appartement sur place. Non, l'enfant ne dormira pas en cellule. Un officier le prendra exceptionnellement en charge chez lui, étant aussi parent. Il sera raccompagné demain à la SNCF et remis à son papa par le service jeunesse, père vite retrouvé avec l'étiquette du sac à dos de Nathan. D'ailleurs, l'officier constate l'enregistrement d'aucune plainte, tout sera rapide. Alors pour Georges, ça va pour cette fois. Mais ces Playmobil ont de la chance. Henri s'approche de Nathan, assis sur une chaise ne le laissant pas toucher terre. On va te laisser avec les gendarmes, tu vas bien t'amuser. Oui, d'accord. Bon, tu rentres bien, hein ? Tiens, je te laisse mon numéro de téléphone. Tu m'appelles quand t'es avec papa ? Ça me fera plaisir. Oui, d'accord. Et si tu veux revenir voir Enzo et Emma, tu reviens voir papy Henri et papy Georges quand ça te chante. Ça marche ? À ces mots, Nathan descend de sa chaise, se blottit avec tendresse contre Henri, laissant évacuer toute sa reconnaissance, tout son amour et aussi toute sa fatigue d'enfant de 4 ans qui n'a pas conscience de l'étendue des événements de ces dernières heures. Et je m'occupe de la boîte, tu t'occupes de ta maman. Top là ? Ok. Dit-il en tapant dans la main du vieux musicien. Le revoir de Georges sera plus sobre, mais il n'échappera pas à son câlin. Câlin qui inspire le musicien pour un moment de poésie. Signé Georges, à destination des gendarmes. Et Cruchot et Fougasse. Pour le repas du Gaune, burger frites. Et pas d'arnaque, je connais vos mères. Ce soir, le groupe s'est rassemblé dans un bar, histoire de décompresser. Pas de musique pour l'heure, juste un bon repas, du bon vin et le chemin du retour pour Anita, Gabriel et Bertrand, il est 22h. Pour Henri, préoccupé malgré l'agacement de Georges, place au digestif et aux interrogations. Bon, alors, voyons voir ce truc, dit Henri, sortant la boîte en bois d'une discrète sacoche. Moi, je veux que tu me parles de ta femme morte depuis 1 mois, dit sans détour Georges. Arrête de fuir, je t'écoute. Y a peut-être rien dedans, en fait, dit-il en secouant la boîte. Ouais, je sais pas, répond Georges. C'est louche leur truc. Et tu peux pas l'ouvrir là ? Non, y a pas d'ouverture. Y a pas de charnière. Ou alors je les vois pas. Dans un bar avec cette lumière, avec tes yeux de 80 balais, tu verrais même pas si elle était ouverte devant toi. Ironise Georges. Bon, de toute façon on n'est pas censé l'ouvrir, on s'en fout, s'agace Henri. Faut qu'on la file à Madame Martin. Il doit pas y en avoir 40. Faut être efficace. Moi ça me dit que dalle. Pas le souvenir de lui avoir éteint son feu à celle-là. Rétorque l'ancien pompier qui fut manifestement très professionnel. Martin. Moi non plus, ça me dit rien, réfléchit Henri. Peut-être qu'à la mairie, ils nous aideront ? Pff, à la mairie. Pour leur dire quoi ? On cherche une Martin ? On sera bien avancé. Bon bah, on fait quoi alors ? Ça te tient à cœur, dis donc. Soit tu te fais copieusement chier dans ta vie, soit tu cherches un truc. Le pardon ? La rédemption ? L'absolution ? Ou juste draguer la mère ? Oh, ça va, la ferme. Réfléchis avec ta tête, reprend Georges. De ma fenêtre, voilà comment je vois les choses. À la mairie, ils t'aideront pas. On sait rien sur elle, on sait même pas son âge. Si c'est une vieille, il y a l'hôpital gériatrique à Neuville. On sera bien avancé aussi, la plupart sont même pas du coin. Et à la limite, pourquoi ne pas avoir envoyé le colis directement là-bas ?
Sinon, les pompes funèbres, mais là, c'est voie sans issue. Et puis, c'est peut-être une gamine, cette Martin. On va pas se taper toutes les sorties d'école et des collèges. Tu nous as vus? C'est la tôle directe. Et pas sûr que le jazz adoucira les mœurs, là-bas. C'est une madame ou une mademoiselle, en fait, tu le sais, toi? Au moins, c'est clair. Faisons les choses dans l'ordre. Premièrement, tu m'invites, j'ai plus un rond. Deuxièmement, tu me ramènes, je suis bourré. Troisièmement, tu dors à la maison, demain on s'occupe de trouver la fille sur Internet. Internet? Et faut vivre avec son temps, jeune homme. Il te faut une Martin à Neuville? Eh bien, on va trouver une Martin à Neuville sur les pages blanches, jaunes, on fera toutes les couleurs possibles. On avisera après. Répondant à l'invitation de Georges, l'un évitant une fois de plus la solitude de l'autre, Henri passe la nuit sur le canapé du salon de Georges. Divorcé depuis plus de 30 ans, dont les photos de ses grands-enfants, grands-petits-enfants, ornent ici et là les murs tapissés de décorations, honneurs et autres photos de casernes de son viril et bordélique appartement. Le lendemain, Henri et Georges se réveillent chacun à leur rythme. Au son d'une musique jazzy, éveillant avec douceur les sens d'Henri à l'odeur du café qui envahit la cuisine. Au rythme des tam-tams d'une gueule de bois pour Georges, s'initiant à la batterie intracrânienne. Chacun jouant sa partition dans cette symphonie matinale promettant d'être fructueuse, l'impatient Henri, tasse de café à la main, attire Georges devant l'ordinateur préalablement allumé et l'assoit sur le siège du bureau. Bon, allez go, page jaune, blanche, truc, bidule, on y va. Martin, Neuville. Ouais. Bon. Alors, page blanche. Martin. 69 250. Entrée. 0 résultat. Hein? 0. Il n'y a pas de Martin à Neuville-sur-Saône. Page jaune non plus. Donc, ni entreprise ni profession libérale. Bah, désolé mon vieux, je sais pas quoi te dire. Non, ça colle pas. Recommence, putain. Mais recommencer quoi? On a que 2 trucs. Martin et Neuville. On est vernis avec ça. On a 80 balais. 60 ans de caserne. On connaît même pas ce nom nous-mêmes, c'est dire. Je peux pas me tromper avec nom une ville sur un site quand même. Bon, ok, t'en as rien à foutre, j'ai bien compris. Laisse, je vais me démerder. De toute façon, t'en as rien à foutre de tout. Henri pose sa tasse de café et claque la porte. Cette impasse inacceptable le conduit au doux et innocent visage de Nathan, qu'il dessine avec le crayon de la déception et de la tristesse. Bien inutile, pour sa maman dont il ne connaît aucun trait, partie sans même finir une journée avec son fils. L'énoncé en demeure pourtant simple, donner cette boîte à Madame Martin. Impossible de se résoudre à l'échec. Tant pis pour le raisonnement de Georges, Henri désire suivre le sien. La dernière répétition avant le concert de demain soir étant terminée, Georges s'approche d'Henri, alors que les autres membres du groupe sortent fumer. Une explication s'impose. Les morceaux s'enchaînent, l'esprit d'Henri navigue sur un autre flot. Il fouette sa caisse claire, elle ne répond pas. Il tape sur ses cymbales, elle ne vibre pas. Il joue de la batterie, Georges ne l'entend pas. Quoi de neuf? Lance Georges. Rien, répond Henri, rangeant son matériel. Je suis quand même allé à la mairie, mais t'avais raison. Sans date de naissance, mariage ou décès, on peut consulter aucun acte. J'ai appelé Lulu et Riton, ça leur disait rien. S'ils ont pas bossé à Roussel, les Martins, c'est foutu. Personne les connaît. Eux, ils étaient justement pompiers sur le site même. Ils en ont vu des têtes. Martin, ça leur parle pas. Donc, en trouver à Neuville, sans l'annuaire, mission impossible. J'ai demandé à tous les commerçants du centre. Rien. Que dalle. Mais j'ai encore des pistes. Aller à la poste, causer au facteur. Tu t'arrêteras pas. T'iras au bout? Oui. Il le faut. Pour la mère du petit. C'est moi qui l'ai venu voir. Toi, t'as le bon rôle. T'as pas affronté son regard. Oui, c'est un point de vue, dit l'ironique Georges. Et donc, c'est pour ça que tu joues comme une merde? Quoi? C'était quoi ça? Tu comptes jouer comme ça demain soir? Ah, parce que monsieur joue toujours à la perfection. Oh, certainement pas. Mais la musique rend les choses futiles, pas l'inverse. Tu te laisses emporter, là, tu deviens fou. Tu pars en live et t'as pas le bon public en face de toi, vieux. Et c'est toi qui vas m'aider, bien évidemment. Comment veux-tu si tu passes ton temps à la fermer, bon sang? Je t'ai expliqué, la boîte, j'ai cherché... Je parle pas de la boîte, Henri, coupe Georges. Je parle de ta femme. Tu t'investis avec cette foutue Martin car tu refuses toujours de parler de ta femme. Pendant 1 mois, je t'ai foutu la paix.
T'as pu esquiver un peu plus avec cette histoire de boîte, mais stop. Rendez-vous demain place du marché. Et en costume, s'il te plaît. Conclut Georges, quittant la salle obscure où le groupe a fait son ultime répétition par un petit clin d'œil espiègle à son ami Henri, bien décidé à percer le mystère de son ami batteur. Le lendemain, le marché de Neuville se tient, comme tous les vendredis. Toujours réputé pour être un vrai souk, ou un véritable centre commercial sans les murs, ou un bazar empêchant la circulation des amnésiques têtes de mule, voulant le déplacer à un autre jour que le vendredi, sans savoir lequel, bien sûr. Il s'étend le long de la route d'un côté du pont, puis sur le parking, où l'on se gare pour prendre un bus de l'autre côté, devant un petit parvis en bord de Saône, celui dont un des murs porte la plaque des Frères Lumière. 9h du matin. Henri pénètre dans ce marché au parfum de linge neuf, puis de pains artisanaux, de fleurs, de poissons, de légumes bio, de volailles, pour y retrouver Georges, en costume aussi, à une autre entrée, précisément postée au niveau du pont, entre les deux parties du marché. « Mais qu'est-ce qu'on fout ici, sacré bon Dieu ?» demande Henri. « Tu es très beau. La boîte ?»« Oui, ici, dans le sac en plastique. »« Alors, on t'a dit, donnez cette boîte à Madame Martin de Neuville-sur-Saône. » Que l'on ne peut pas trouver. Oh que si. À ses pieds, une pancarte cartonnée de 2 mètres carrés qu'il déplie. « Martin, Martin, on cherche Madame ou Mademoiselle Martin de Neuville-sur-Saône. C'est pour un héritage. On cherche Madame ou Mademoiselle Martin de Neuville-sur-Saône. Si vous la connaissez, manifestez-vous, c'est important. Gros héritage à la clé. » hurle Georges à la populace neuvilloise. « Non mais qu'est-ce que tu fiches ?» demande Henri paniqué. « Ça va marcher, l'oisiveté des gens, mon ami. On cherche Madame ou Mademoiselle Martin de Neuville-sur-Saône. »« Bonjour, messieurs, » dit une vieille dame s'approchant. « Vous m'appelez, je crois ?»« Bonjour, ma petite dame. Vous vous appelez ?» demande Georges. « Jacqueline Martin. »« Madame Martin, enchantée, » dit-il de son regard effronté à Henri. « J'y crois pas, » s'exclame Henri. « Habitez-vous Neuville-sur-Saône ?»« Non, par contre, j'habite Montanet, mais c'est tout à côté. » « Avez-vous habité Neuville-sur-Saône une fois dans votre vie ?»« Non, pas du tout. Mais vous vous trompez peut-être, Montanet, c'est pas loin. »« Disparaissez, vampire, croqueuse de diamants. On perd notre temps. »« Madame Martin de Neuville-sur-Saône, c'est pour un héritage !» Georges s'égosille depuis 20 minutes, quand s'approche d'Henri une timide jeune fille d'une vingtaine d'années. D'une voix fluette, presque inaudible, elle tente d'attirer son attention. « Excusez-moi, monsieur, vous me cherchez, je crois. Mon nom est Martin, j'habite à Neuville. Je vous en prie, faites taire votre ami. » Après un bref entretien avec cette jeune demoiselle, qui a interdit à son fournisseur d'accès Internet de publier ses coordonnées aux divers annuaires une fois sa mise sur liste rouge, Henri se sépare de la boîte en bois, s'inclinant de bonne guerre à l'émotion d'un contrat respecté, validé par Georges. Puis, marchant ensemble, guidé par la passion que son ami aura su canaliser, Henri parle. « Je l'ai tué. » Soutenu par le regard d'Henri, Georges ne dit rien. Alors, Henri parle. À l'hôpital. Elle en pouvait plus. Elle m'a demandé. Je l'ai fait. Georges laisse résonner par son silence les confessions libérées de son ami, tout en l'emmenant sur le bord de Saône. Arrivé sur le petit parvis des Frères Lumière, Henri reconnaît alors le minibus de leur frénétique tournée, où, orchestré par Georges, le Wanderer Jazz Band s'est installé en secret. « Il n'empêche qu'hier, on n'a pas bien fini », explique Georges en souriant à Henri. « Moi aussi, j'irai jusqu'au bout. » Près d'un marché bondé, réchauffé par le soleil neuvillois, un groupe finit sa mise en place pour un concert répétition volontairement improvisé. Un salut au public, s'asseyant petit à petit sur les marches d'escalier en face d'eux, un pianiste et un saxophoniste attendent avec respect leurs camarades. Une larme coule sur la joue d'un batteur de jazz apaisé, s'installant à son tour, souriant à son contrebassiste qui, lui, le regarde en hochant la tête, de bas en haut. Une voix retentit.
entonnant a cappella les premières paroles. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I am feeling good.